Vous Ok, pouvez y ben, aller. bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire Quoi de neuf dans Bokeh depuis 2 ans. Petit rappel, le dernier webinaire qui a eu lieu le 10 octobre et c'était autour de l'outil de statistiques de fréquentation des bokeh qui s'appelle Matomo. Vous pourrez retrouver en fait l'ensemble de nos webinaires sur la chaîne Bokeh à fibre sur YouTube. Et du coup, bah, le webinaire de ce jour sera consacré aux évolutions notables, mais aussi en termes de configuration, de fonctionnalités et l'évolution des modules qui sont disponibles depuis 2 ans dans Bokeh. Alors, pour rappel, cette présentation ne se substitue pas à de la formation, elle a juste pour but de vous faire découvrir des éventuelles possibilités qui vous auraient échappé. Pour en savoir plus, si vous avez besoin, bah, vous pouvez vous appuyer sur le wiki ainsi que la hotline Bokeh. Alors, premier des éléments qu'on va visualiser, c'est la possibilité d'avoir un nouveau type d'affichage pour les boîtes, notamment un affichage qui s'appelle frise chronologique. Donc, on va pouvoir aller voir cet affichage sur notre portail de démo. Ici, par exemple, on a une boîte de notices qui est en vue liste horizontale. En me connectant en tant qu'administrateur, je vais afficher les icônes d'administration dans la console, ce qui va me permettre d'aller dans les paramétrages de notre boîte. On est donc sur une boîte de notices rattachée à un domaine qui s'appelle film documentaire. Et dans l'onglet affichage, dans les dispositions de liste, je vais pouvoir trouver donc ma frise chronologique avec la possibilité de définir quel va être le rendu d'un document, donc média et description à droite ou média et description en dessous, le nombre de documents affichés. Dès lors que je vais valider, je vais donc visualiser mon domaine film documentaire sous forme de frise chronologique, avec la possibilité de basculer d'une notice à l'autre. On peut jouer avec cet affichage sur une boîte notice, mais on peut aussi tout à fait l'imaginer par rapport à un agenda éventuellement. Ici, sur notre agenda, on a 4 événements à venir. Si on va dans les paramètres, affichage, disposition, frise chronologique, on va pouvoir visualiser nos événements à travers cette frise. OK. Fonctionnalité suivante. Vous avez la possibilité désormais de pouvoir ajouter des vignettes ou des images au bloc titre des boîtes. À savoir, par exemple, si on va sur notre page d'accueil du site de démo, ici, on a... Alors, on n'est pas sur la page d'accueil. Vos rendez-vous, guide touristique, on en parle. Si. Ah, du coup, c'était... Ah oui, c'est parce que du coup, c'est sur l'autre site. Tac. C'était ici. Hop. On a une boîte d'avis sur laquelle on a mis un titre. On aime, on vous en parle. Du coup, si j'affiche les icônes d'administration, mais j'ai toujours la fenêtre là, voilà. Je me déconnecte parce que je suis avec mon lecteur. Hop, je vais me connecter en tant qu'administrateur. Dans ma boîte à vie, on aime, on vous en parle. Dans les paramètres d'affichage, dans la configuration, ici, vous allez retrouver un champ qui s'appelle logo du titre, pour lequel, en fait, on va pouvoir ouvrir l'explorateur de fichiers pour aller chercher notre image que l'on souhaite ajouter à notre titre. Donc là, j'avais prévu une petite image avec des petits cœurs. Une fois que j'ai sélectionné mon image et que je la valide, elle apparaît bien dans mon titre.
Attention à la taille des images que vous allez mettre dans ces éléments-là, parce que du coup, il va falloir sans doute la retailler, la redimensionner en fonction de ce que vous souhaitez voir en termes d'affichage. Fonction suivante, vous avez la possibilité désormais d'utiliser un ancrage pour vos boîtes. C'est-à-dire que, par exemple, là, le menu Artothèque renvoie vers une page Artothèque. Mais pour le moment, en fait, systématiquement, on est obligé de passer la zone de la bannière, du header. D'accord? Donc, en fait, moi, la notion d'encre va permettre en fait, de faire en sorte que quand on clique sur Artothèque, on pointe vers une encre, ce qui fait qu'en fait, on va pouvoir éventuellement afficher directement ceci, sans avoir à scroller pour voir le contenu. Donc là, dans mon menu Artothèque, je vais dire bah, ancrage à utiliser, bah, je vais l'appeler encre. Et ici, je suis sur un portail avec un thème hérisson. Donc, mon menu, en fait, il passe toujours au-dessus du contenu. Donc, si je mets mon encre sur ma boîte article, bah, finalement, je vais être comme ceci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt placer mon encre sur ma boîte bibliothèque. J'ai mis mon encre de la boîte, elle s'appelle encre, comme dans mon menu Artothèque. Du coup, maintenant, si je ferme et que je reclique sur Artothèque, vous voyez, j'arrive directement au niveau de l'encre et du coup, je n'ai plus à scroller ma bannière. Donc ça vaut pour toutes les boîtes et tous les menus qui pointent vers des pages. Ensuite, on vous a mis à disposition un module d'accessibilité. Ce module d'accessibilité a évolué désormais et vous propose de pouvoir jouer sur les éléments de cette accessibilité à travers une boîte qui s'ouvre en pop-up. Du coup, tac, 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 tac. Je vais vous montrer ça sur un portail en production, qui est le portail de la ville de Saint-Maur. Hop. Voilà, donc l'outil d'accessibilité, c'est ce module-là. Dans la configuration, par défaut, on était sur ce module-là historiquement, avec les informations. Bon, là, c'est pas stylisé, mais j'ai pas le fond blanc, mais en fait, on avait les pots de peinture, etc. Maintenant, on vous a mis à disposition ceci dans une pop-up, ce qui permet d'avoir quelque chose de plus intéressant et de plus lisible en fait pour les paramètres d'accessibilité. Donc ça, en fait, si vous avez déjà l'œil de l'accessibilité, c'est tout simple, il suffit juste de rentrer dans les paramètres de configuration et de choisir afficher les outils d'accessibilité dans une pop-up. Vous aurez directement le formulaire par défaut qui se mettra dans la pop-up. Fonctionnalité suivante, bah, c'était encore une fonctionnalité d'affichage de boîte, c'est-à-dire que juste avant, on vient de voir l'affichage par frise chronologique. On a aussi la possibilité d'avoir un affichage carte. Alors attention, pour pouvoir afficher des éléments dans une carte, bah là notamment ce sont des notices, des guides touristiques plus précisément, il faut bien veiller à ce que les notices et les informations en termes de coordonnées de géolocalisation qui soient définies. Donc pour avoir accès à cet affichage, toujours pareil, dans les préférences de la boîte, dans la configuration, vous voyez, ici, on est lié à un panier qui s'appelle guide touristique pour lesquels, en fait, dans les notices, on a renseigné des latitudes et longitudes dans les coordonnées de géolocalisation. En affichage, on choisit la disposition carte géographique. Par défaut, quand vous allez la choisir la première fois, vous aurez deux zones ici qui sont définies. Une qui est définie par défaut pour le SIGB COA et la 941 qui est définie par défaut pour Nanook. Donc, il faudra supprimer celle qui vous correspond. Et elles sont pré-renseignées, hein.
Donc, la seule chose que vous avez à faire, par contre, côté Nanook, c'est de bien renseigner cette zone-là dans l'Unimark afin de pouvoir géolocaliser vos documents sur une carte. Et du coup, vous avez un rendu de ce type-là. Et ici, par exemple, on a 33 guides. Dès qu'on a des numéros au sein des carrés, ça veut dire qu'en fait, on a plusieurs documents. Et dès lors qu'on va cliquer sur un des pointeurs, on va voir de quel document il s'agit, avec la possibilité, évidemment, de rebondir sur la notice en question. OK. Alors, fonctionnalité suivante. On a la possibilité, en plus des affichages qu'on vient de vous montrer, désormais, on a la possibilité de définir quel va être le rendu de la liste des documents, par exemple, suite au clic sur Voir tout. D'accord? C'est-à-dire que là, en fait, on est dans une boîte d'avis. Si je clique sur Configuration, dissémination, rendu d'un document, média et description à droite, disposition de ma liste. Alors, du coup, l'affichage, c'est ce que je vois dans ma boîte. D'accord? Donc, média description en dessous. Dissémination, c'est qu'est-ce qui va se passer si jamais je clique sur voir tout. Donc, on aura média et description à droite en liste verticale. Mais on peut tout à fait dire, on veut avoir en liste horizontale, en mode mur, en tableau. Du coup, si on clique sur voir tout, on arrive bien sur un résultat en liste verticale avec le média à gauche et le contenu à droite. Alors, j'ai toujours les outils qui arrivent. On va retourner sur une autre boîte. Par exemple, ici, notre boîte guide touristique. En dissémination, elle propose le résultat de recherche. C'est-à-dire qu'en gros, si je clique sur En lire plus, je vais visualiser l'ensemble des documents qui sont dans notre panier guide touristique, mais à travers mon résultat de recherche. Si je veux avoir une autre vue, l'avantage du résultat de recherche, en fait, c'est que du coup, l'utilisateur va pouvoir modifier le mode d'affichage, le nombre de documents, et va bénéficier aussi de l'ensemble des facettes qui sont définies sur votre résultat de recherche. Mais vous pourriez choisir d'avoir un autre rendu en termes de dissémination, à savoir, par exemple, je ne sais pas, une grille. On va choisir un média description en dessous, par exemple. Du coup, quand on clique sur En lire plus, on tombe bien sur notre vue en gris, média et description en dessous, mais par contre, du coup, on n'a pas la possibilité de jouer sur le nombre de résultats par page, on n'a plus les facettes, etc., etc. Donc, en fonction des contenus que vous diffusez à travers des boîtes, vous pouvez paramétrer l'affichage du résultat suite au clic. Ensuite, on a ajouté des possibilités par rapport au paramétrage et à l'affichage de la description des documents. À savoir, par exemple, ici, je retourne sur le portail de démo initial. J'ai fait une recherche sur le titre Le Dernier Jour. Et quand j'affiche la description de mon document, voilà ce que j'ai. Donc, j'ai mon exemplaire, j'ai la carte, j'ai une description avec un titre principal des auteurs, des sujets, une année d'édition, une collation, de longues notes. Dans le résumé, on a copié un flux iframe pour avoir la vidéo directement intégrée dans la description. On a les liens, les zones 856 qui permettent de voir et de générer des liens vers d'autres ressources. Un prix, un éditeur. Alors, du coup, ici, ma notice, en fait, contient des notices de dépouillement pour désigner chacune des plages de cet album. Et en plus, j'ai un niveau de lecture, mais qui n'est pas encore visible au niveau de la description de mon document. Du coup,
Ici, dans la configuration de l'affichage du type de document multi-support, puisque c'est le type de document sous lequel a été catalogué ce compte musical, dans l'onglet affichage, je vais pouvoir ajouter dans la zone compléter la description, je vais pouvoir ajouter toutes les zones Unimark que je souhaite afficher dans la description de mon document. À savoir, par exemple, si on veut voir la liste des plages, on va pouvoir créer une catégorie plage, définir qu'en fait, on va récupérer les informations de chacune des plages dans la zone 464. Dans le $T, on va récupérer un titre. Dans le $A, on va récupérer l'auteur s'il y en a un. Et dans l'identifiant, on peut mettre 0 de toute façon, qu'il y en ait un ou pas, ça marchera. Je vais valider. Mais finalement, en fait, je voudrais aussi rajouter mon niveau de lecture parce que j'ai défini un niveau de lecture sur ce document. Du coup, je vais pouvoir rajouter une zone. En catégorie, je vais l'appeler niveau de lecture. Et mon niveau de lecture dans Nanook, en fait, il se catalogue en 993. Le libellé du niveau de lecture, il est en $A. Je n'ai pas d'auteur, je n'ai pas d'identifiant. On laisse tout à vide. Et désormais, du coup, j'ai mes plages qui apparaissent et mon niveau de lecture. Donc, ce paramétrage-là s'effectue donc par type de document, puisqu'en fait, on est dans la configuration de l'affichage de notre notice de type multi-support. Et la zone catégorie vous permet de rajouter tout type de champ lié à la notice. Alors, ensuite, ajout de la configuration des différentes pages automatiques, à savoir, par exemple, une page auteur. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher comme page auteur? Ah voilà, on va prendre celle-ci, tac. Notre page auteur. J'avais choisi un auteur Serge Gainsbourg. Voilà, ça, ce sont des pages qui sont générées automatiquement par Bokeh en récupérant des biographies, tout un tas d'informations sur votre catalogue. Dès lors que vous êtes sur ce type de page, vous avez donc dans l'outil de configuration, configuration de la page auteur, la possibilité en fait de paramétrer quels sont les affichages que vous souhaitez voir. Donc là, tous les onglets sont activés par défaut. On a activé l'affichage de l'onglet tout. On a la possibilité de changer son libellé. On aurait la possibilité de changer son icône et de changer l'attribut titre. Du coup, là, pour l'instant, en fait, on voit tout, mais on pourrait très bien définir, par exemple, si... Donc, le menu, les onglets sont là, d'accord? Si, par exemple, en fait, vous souhaitez retirer les interviews ou la chaîne YouTube, parce que du coup, vous estimez qu'il n'y en a pas toujours de la récupération à ce niveau-là. Bon, là, on est sur Serge Gainsbourg, donc c'est sûr qu'on en trouvera. Mais par exemple, ici, en interview, on n'a rien. Hop, si je veux, je vais pouvoir dire, non, l'onglet les interviews, j'en veux pas. Alors attention, ce paramétrage vaudra pour toutes les pages auteurs. Donc ici, effectivement, l'onglet interview n'apparaît plus. Et du coup, l'encart interview, évidemment, non plus. Ce genre de paramétrage vaut pour toutes les pages automatiques, donc notamment, par exemple, la fiche de la bibliothèque. Quand on est sur une fiche bibliothèque, tiens, on va aller sur un document. Off. Si je clique sur un document et que je clique sur une des bibliothèques, j'arrive sur la fiche bibliothèque, qui est une page automatique générée par toutes les informations qui sont renseignées au niveau de la fiche de la bibliothèque dans l'administration de Bokeh. Au même titre, vous allez pouvoir aller dans la clé molette et définir quels sont les onglets que vous souhaitez voir pour vos fiches bibliothèques. Et vous pouvez même modifier donc les libellés de chacun des onglets. Donc ça vaut pour la fiche de la bibliothèque, pour la fiche auteur, mais aussi pour le compte lecteur.
Là, je suis connecté en tant qu'administrateur. Si je vais sur la page Mon compte, qui met un petit peu de temps à se charger, et bah, finalement, sur la page Mon compte, je vais retrouver exactement les mêmes outils d'administration et notamment la clé à molette qui va me permettre de définir comment je veux paramétrer l'affichage des pages Mon compte pour tous les lecteurs de ma bibliothèque. Bah alors, il ne veut pas, c'est pas grave. On va le faire de l'autre côté. Hop, Mon compte. Voilà, la clé à molette, la configuration d'affichage de la page Mon compte. Donc ça, toutes les pages automatiques générées par Bokeh vous permettent de configurer les éléments que vous souhaitez y voir. Donc, pour rappel, on a la fiche auteur, la fiche de la bibliothèque, le compte lecteur. Dans les autres évolutions notables, il y a eu des grosses avancées en termes d'amélioration de la gestion d'affichage des listes d'exemplaires. Ça ne concerne pas tout le monde, ça va surtout concerner les bibliothèques ou les gros réseaux pour lesquels en fait on va avoir des listes d'exemplaires très très importantes. À savoir, par exemple, bah, si on va sur le portail Archirel, c'est les bibliothèques des écoles d'architecture, vous pouvez vous retrouver dans des cas de figure où finalement, vous allez avoir des documents, mais qui contiennent plus de 200 exemplaires. Du coup, au niveau de l'exemplaire, on a une petite clé à molette pour configurer l'affichage de l'exemplaire pour l'ensemble des exemplaires du portail. On a la possibilité de choisir si on va afficher la bibliothèque, la section, l'emplacement, la disponibilité, date de tour. Est-ce que le document est réservé ou réservable? Les données de l'exemplaire, en plus, on a la possibilité de rajouter d'autres informations qui seraient renseignées au niveau des exemplaires. Donc, notamment ici, on a des informations au niveau du 995 de l'ARCEP pour savoir si c'est consultable en ligne, une zone de notes, une zone de numéro, une zone de date et surtout la possibilité d'activer la navigation par étagère et de paginer les exemplaires à partir de 200, c'est-à-dire que du coup, dès qu'il aura plus de 200, vous voyez ici on en a 256 des exemplaires, il a constitué une pagination avec 2 pages, histoire de pouvoir en fait alléger l'affichage, parce qu'en fait à chaque fois qu'on va afficher un exemplaire, de toute façon Bokeh va interroger le SIGB pour savoir s'il le trouve, s'il est réservable, s'il est en prêt ou non. Pour Nanook, bah, vous avez de toute façon les mêmes possibilités. Si par exemple, on va prendre notre documentaire sur le lynx, au niveau de l'exemplaire, pareil, on a la possibilité de configurer l'affichage des exemplaires. Attention, là, du coup, ce n'est pas un affichage d'exemplaires par type de document, hein, c'est bien l'affichage de tous les exemplaires. La configuration de la description de la notice, on peut la faire par type de document. Par contre, pour les exemplaires, c'est global. Et là, du coup, on voit qu'on a une donnée exemplaire en $7 qui est le genre, en $R qui est le support, qui permet d'avoir un affichage DVD pour le support, film documentaire pour le genre. Ok. Ensuite, dans les autres évolutions, oui, on a fait évoluer la connexion, à savoir que maintenant, on peut faire en sorte que les lecteurs ou les utilisateurs de vos portails puissent se connecter, mais pas à travers une boîte, mais à travers une page. Notamment, on peut constater la chose si on va sur le portail de la MEL, donc portail de métropole de Lille. Ici, on arrive sur une page d'accueil. À partir du moment où on va cliquer sur mon compte,
on va être redirigé sur une page dans laquelle, en fait, on va pouvoir choisir une bibliothèque pour se connecter. Donc là, on va être redirigé directement sur la bibliothèque en question pour pouvoir s'identifier. Et du coup, si je me connecte, en tant qu'administrateur, je suis connecté. Alors, pour que ça soit aussi parlant d'un point de vue administration, je vais vous montrer en fait la partie back-office qui va vous permettre de voir en fait derrière, en termes de profil, comment c'est constitué. Tac, tac, tac. Ah, je ne suis pas connecté, c'est ça? Non, 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 mon compte. L'admin. C'est hop, tac. Relance carrément le portail à suivre parce que là, tu es sur un lien casse. Bah oui, c'est bizarre. Hop. Je recommence et je me reconnecte sur l'accueil. Tac. De toute façon, sinon, je vais passer directement par là. Hop. On va se connecter en tant qu'administrateur. Et au niveau des profils, on va pouvoir regarder et voir que finalement, de notre profil d'accueil sur le portail à suivre des bibliothèques et médiathèques de la métropole européenne de Lille, on a cette page-ci qui constitue en fait la page d'authentification puisqu'elle est symbolisée par le petit utilisateur. Là, du coup, plutôt que de passer uniquement par une boîte de connexion, on peut désormais passer par une page complètement construite avec différents modules dessus, comme ici. Ok, je passe le relais à Émilie. Je vais arrêter mon partage. Tac. Merci. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu vite parce que tu as été super bavard. Ouais. Ah, j'étais trop long? Il reste une Je vois que demi-heure. l'heure- je vois que l'heure tourne, donc voilà. D'accord. Donc, moi, je vais vous parler déjà de ce qui a évolué au niveau de la recherche et des résultats de recherche. Donc, la première chose, c'est que dans Bokeh, la plupart d'entre vous le savent, on a une tolérance orthographique qui est due à une recherche phonétique. Donc, si je me trompe dans un terme que je recherche, si je me trompe d'écriture, si je cherche par exemple Pierre et le loup parce que je ne sais pas écrire et j'écris comme ça, Bokeh va savoir trouver Pierre et le loup parce que phonétiquement, ça se prononce, ça s'écrit pareil. Sauf que des fois, quand on cherche quelque chose de très précis, on n'a pas envie que Bokeh il applique une tolérance phonétique et orthographique. Et du coup, ce qu'on a développé, c'est le fait de pouvoir faire une recherche exacte. Donc là, par exemple, si je vous montre avec une recherche sur un livre qui s'appelle Le Monde de Sophie, que la plupart connaissent, on voit ici que j'ai 103 documents. Alors moi, ma recherche était exactement Le Monde de Sophie. Donc cette fois, je vais faire la même recherche en indiquant des guillemets. Donc la même recherche, je mets le titre entre guillemets, je valide. Et là, cette fois, on voit bien que Bokeh n'élargit plus du tout la recherche, il ne va pas chercher d'autres choses, il cherche uniquement en termes exacts Le Monde de Sophie. Donc c'est bien effectivement quand on cherche quelque chose de très précis et qu'on est sûr de l'orthographe. Par contre, effectivement, si on se trompe, si je mets Le Monde de Sophie entre guillemets et que je mets un F à la place du PH, excusez-moi, ça fait mal aux yeux, mais là, du coup, Bokeh ne va pas le trouver.
Voilà, donc c'est bien, mais ça dépend vraiment de ce qu'on va chercher dans Bokeh. Alors l'exemple qu'on avait aussi souvent, c'était la recherche sur le gilet jaune. Si je cherche une recherche gilet jaune, hop, c'est le problème qui nous avait été remonté. On voit qu'on a beaucoup de résultats et il y a une tolérance orthographique qui s'applique et une équivalence phonétique sur jaune qui est phonétiquement traduit par Jean. En fait, par extrapolation, Bokeh cherchait Jean. On se retrouve avec des gens, des choses qui n'avaient rien à voir. Et du coup, on voit que, donc là, j'ai pas mis de parenthèse, et si je cherche avec les guillemets, je pas mis de guillemets. Là, j'en mets, on voit que j'ai plus que 4 documents sur gilet jaune. Donc là, voilà, on voit qu'on arrive vraiment à avoir le terme qu'on recherche exactement dans les notices. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, alors, je vais retourner sur la page d'accueil de Sciences Po. Ce que je voulais vous montrer, alors si je remets le gilet jaune, ce qui a été développé aussi dans les 2 ans, c'est le fait de pouvoir mettre en avant le terme qu'on a recherché. Donc, j'ai tapé gilet jaune, donc Bokeh, dans le résultat de la recherche, me souligne dans ce cas-là, hein, mais ça pourrait être mis en couleur, surligné. Après, en CSS, on met en avant la façon dont on le souhaite. Mais du coup, il me montre à quel endroit se trouve dans la notice le terme ou les termes que j'ai recherchés. Et ça se configure. Hop, comme c'était avant. Ça se configure donc au niveau des résultats de recherche. Avec la petite clé à molette, ici, qui est en haut à droite des résultats, vous avez dans l'onglet affichage la mise en avant des mots recherchés. Donc, il faut que cette case soit cochée pour que vous puissiez voir mettre en avant les termes de la recherche. Ensuite, on voit ici, donc là, on voit ici rechercher aussi sur. Donc avant, on avait la possibilité d'élargir la recherche à un autre site. C'était un peu caché. C'est dans l'onglet plus ici, on avait d'autres sites qu'on pouvait aller interroger. Et là, maintenant, vous pouvez le mettre en avant directement dans le résultat de la recherche. Et là, ça permet de reprendre les termes qu'on a effectués dans notre recherche et de les reporter sur un autre site. Donc là, j'ai quelques résultats qui correspondent à ce que j'ai cherché, mais je ne trouve pas ce que je veux. Je peux choisir d'aller étendre ma recherche sur le site de l'ABM de Grenoble, par exemple. Donc là, c'est l'ABM de Grenoble qui a été paramétré parce que c'est l'IEP de Grenoble. On pourrait mettre un site de BDP dans le cas d'une BM. On peut mettre un site de patrimoine dans le cas d'une bibliothèque de lecture publique qui a aussi une bibliothèque patrimoniale. Et là, vous voyez qu'on a bien repris la recherche gilet jaune et qu'elle est vraiment reportée sur le site de l'ABM de Grenoble. Donc là, ils ont mis le Sudoc, ils ont mis l'ABM de Grenoble et Beluga. Et ça se paramètre dans des variables. Si vous ne les connaissez pas, donc si vous cherchez au-dessus variables, vous allez trouver un menu variable dans lequel vous allez avoir toutes les variables de Bokeh. Donc les variables, c'est vraiment des outils de configuration. Et si je cherche la variable, elle s'appelle Extended Search. Extended, c'est pas Search Also In. Ah si, oui, c'est Search Also In. il y en a tellement. Voilà, donc ça pourrait être aussi recherche élargie, hein, j'aurais pu le trouver aussi comme ça. Donc elle s'appelle Search Also In. Et en termes de paramétrage, vous indiquez ici le libellé que vous voulez voir affiché dans votre résultat de recherche. Et ensuite, l'URL de votre portail sur lequel vous aurez déjà fait une recherche et vous aurez repéré l'URL de la syntaxe en fait que vous recherchez. Et vous remplacez le terme de votre recherche par pourcentage %S. Alors, c'est un petit peu compliqué là, à comprendre comme ça rapidement. Il y a un wiki là-dessus hein, dans Bokeh. N'oubliez pas d'aller chercher, quand vous cherchez quelque chose sur le wiki. La procédure, elle est expliquée. On vous explique pas à pas comment faire pour ajouter des sites. Donc, je voulais vous montrer aussi ce site-là. Si je fais une recherche lapin, donc là, on est sur le site de Valenciennes Métropole.
Là, donc tout à l'heure, c'était des sites externes. Là, en fait, ils ont fait une recherche, ils ont fait un élargissement de recherche sur le portail patrimonial, qui est aussi un portail bokeh. Donc là, je vais étendre ma recherche, ça n'a pas marché, mais en tout cas sur le portail patrimonial. Et ils s'en sont servis aussi pour autre chose, pas pour faire de la recherche élargie, mais en fait pour envoyer sur un autre lien qui est une autre page de bokeh qui dit je ne sais pas ce que je cherche, besoin d'idées. Et quand on clique dessus, en fait, ça ouvre un autre profil du portail. Et du coup, c'est un profil sur lequel ils ont mis des boîtes de mail, des kiosques de notices, voilà, qui permettent de se rendre sur d'autres documents et d'élargir sa recherche d'une autre façon que celle qu'a choisie l'UEP. Ensuite, je voulais vous montrer la fonctionnalité de recherche sur une étagère. Alors, étagère, c'était, vous pouvez vous montrer, mon tour. J'ai mon exemple de tout à l'heure, le monde de Sophie. Et là, si vous descendez sur les exemplaires, donc là j'ai ouvert ma notice, je suis sur les exemplaires, je suis bien tombée sur mon livre de philo, Le monde de Sophie, et j'ai un bouton ici qui est parcourir l'étagère. Parcourir l'étagère, c'est vraiment comme si vous étiez dans la bibliothèque, c'est filtré sur la bibliothèque de l'exemplaire sur lequel vous êtes, et en fait Bokeh va aller voir en fonction de la section et de la cote du document, dans les rayons de la bibliothèque, ce qui se trouve avant et après. Donc là, si je clique dessus, il m'affiche sous forme de carrousel d'autres documents qui côtoient le document sur lequel je suis dans les rayons de la bibliothèque. Donc là, on est bien sur une étagère de philosophie. Donc on se base sur la section et la cote. Donc elles doivent avoir peu ou prou la même cote que mon ouvrage Le monde de Sophie. Donc on peut voir ce qu'il y a après et on peut voir également ce qu'il y a avant. En termes de configuration, ça, je ne vais pas vous montrer ici parce que je ne suis pas connectée, je vais retourner sur le site sur lequel j'étais connectée. Non, parce que je ne peux pas connecter un ami. Je vais quand même connecter un ami sur celui-là. La configuration se fait au niveau des exemplaires. Donc là, toujours avec la petite clé à molette. Et là, on a une petite case à cocher qui est activer la navigation par étagère. Donc rien de plus à faire. Le fait de cocher cette case fait apparaître le bouton et le calcul va se faire automatiquement par Bokeh. Dernière chose par rapport à la recherche, c'est le badge de disponibilité qui apparaît dès que vous faites une recherche dans Bokeh, donc qui interroge en direct le web service de votre SIGP. Donc là, je suis sur Saint-Méen-Montauban, donc c'est un peu derrière. Et en fait, Bokeh va interroger au fur et à mesure la disponibilité des ouvrages. Donc il va nous dire non disponible s'il n'y a aucun exemplaire qui est disponible de ce document dans le réseau. Il peut me dire que c'est disponible. Alors là, c'est disponible dans ma bibliothèque préférée, parce que dans mon compte, j'ai indiqué que la bibliothèque dans laquelle je me rends le plus souvent, c'est Montauban-Bretagne. Et il pourrait m'indiquer uniquement disponible. Voilà. Donc là, il est disponible, mais pas dans ma bibliothèque préférée. Il y a forcément un ouvrage dans le réseau qui est en rayon. Et là, je sais qu'il est en rayon dans ma bibliothèque. Donc là, je sais que je peux aller dans ma bibliothèque pour aller le chercher. Et du coup, je vous remontre à ma bibliothèque préférée. Ça s'active si vous avez autorisé dans votre portail les gens à sélectionner une bibliothèque préférée. Donc, c'est une variable. Vous pouvez aller la sélectionner dans votre compte lecteur. Donc là, je suis connectée à un administrateur, mais en tant qu'abonné, j'aurai la même possibilité de paramétrage. Donc là, c'est la configuration, hop, qui est tout en bas. Et donc ici, j'ai mes bibliothèques préférées pour la recherche. On voit bien que j'ai sélectionné Montauban-Bretagne. J'aurais pu en sélectionner deux, trois, quatre, toutes ou aucune. Et donc, du coup, par défaut, quand j'ai une bibliothèque préférée qui est sélectionnée, dans la page de disponibilité, je vois que c'est disponible dans ma bibliothèque. Voilà pour la recherche. Et Cédric, je te repasse la main. Ok, merci. Ah bah, du coup, Je vois est-ce qu'il y a des questions juste avant, peut-être Non, j'en ai pas vu, j'ai juste mis le wiki sur la recherche élargie. Ok, merci Carole. hop, alors, du coup, on va essayer d'accélérer un petit peu le rythme.
Et les fonctionnalités que je vais vous présenter, donc là, c'est plutôt en lien avec Nanook, notamment la possibilité de forcer la sécurisation du mot de passe par défaut. Donc, dans Nanook, on va pouvoir définir dans les paramètres, dans l'onglet Système, au niveau des sites, au niveau d'un groupe de sites, on va avoir la possibilité ici d'imposer un mot de passe sécurisé pour l'authentification bokeh. Donc là, pour l'instant, je suis classiquement sur le mot de passe année de naissance, d'accord? Hop, je vais valider le fait de sécuriser le mot de passe. Sur le portail, je vais me connecter avec la carte de mon lecteur. Hop, du coup, mon lecteur, c'est lui, qui pour l'instant a juste en fait laissé une date de naissance pour calculer à partir de l'année de naissance son mot de passe. Je saisis. La bokeh me dit attention, vous devez sécuriser votre mot de passe. Donc, je vais ressaisir l'identifiant de ma carte et je vais saisir donc un nouveau mot de passe d'au moins 6 caractères avec une lettre alphabétique et un chiffre. Du coup, hop, je vais créer mon mot de passe. Je valide. J'ai bien changé mon mot de passe. Je suis connecté à mon compte. Et côté Nanook, du coup, mon lecteur, Jean Test, qui est là, sur sa fiche abonnée. Vous voyez ici le lien du coup, c'est bien transformé en modifier le mot de passe, ce qui veut dire qu'il a bien pris en compte mon nouveau mot de passe dans la fiche abonnée Nanook. Sinon, ici, on aurait comme libellé du lien mot de passe, définir un mot de passe. Dans les autres évolutions qui sont arrivées côté bokeh, vous savez qu'en fonctionnement, ici, au niveau d'un lecteur, vous pouvez définir un mode d'envoi à privilégier pour tout ce qui est envoi de lettres de réservation, rappel, réabonnement, lettre de nouvelle inscription, etc., etc. Donc, cette information maintenant remonte sur le compte du lecteur depuis le portail. Du coup, cette information, quand je vais sur la page Mon compte, là j'y suis, ici, cette information va remonter au niveau de mes informations, préférences de communication. Là, on voit que j'ai choisi d'être contacté prioritairement par courrier papier. Dans les autres évolutions récentes, on a mis en place la possibilité de en fait, envoyer un commentaire public depuis la fiche depuis le compte lecteur de Nanook sur le portail. Attention, vous avez oublié. Oula. Vous avez oublié votre carte à la banque de prêt. Ah, du coup, cette information, maintenant, le lecteur va pouvoir la consulter directement depuis son compte. Je vais rafraîchir l'affichage de mon compte. Donc, on a deux endroits où on peut visualiser en fait cette information. Ici, dans le bloc des informations, vous voyez qu'il y a un nouvel encart avec un fond rouge qui s'est ajouté avec un message non lu. Et sinon, on le voit aussi directement dans la boîte de connexion ici. Les deux liens sont cliquables et vous permettent d'aller voir donc le message en question. Attention, vous avez oublié votre carte à la banque de prêt. Maintenant que j'ai lu le message, côté Nanook, je vais voir qu'il a été lu. Et effectivement, là, je ne le vois pas parce que tout à l'heure, j'étais en saisie. Si je rafraîchis ma carte, je vois que le lecteur a lu le message. Du coup, je vais pouvoir le supprimer. Ok, autre fonctionnalité, depuis que dans Nanook, on a mis la possibilité de télécharger le fichier de données personnelles lié au RGPD dans Nanook, eh ben, on l'a rendu disponible aussi à partir de mon compte sur le portail. Donc, ces informations-là, on va les trouver. C'était dans mon compte abonné, gna, gna, gna.
tout télécharger mes données. Ici, vous allez pouvoir récupérer un fichier zip, donc compressé. On va télécharger sur la machine. Bon, moi, je l'avais déjà fait pour tester. Une fois qu'il est téléchargé, je vais pouvoir l'ouvrir sur mon poste. Je vais monter l'écran là où c'est partagé. Voilà. Et en fait, ça m'a créé deux fichiers. J'ai un fichier CSV des données personnelles stockées dans Bokeh et j'ai un fichier PDF des données personnelles qui sont stockées dans Nanook. Du coup, le lecteur, depuis mon compte Bokeh, peut récupérer ces deux informations directement. Voilà. Et ça, du coup, ça, c'est la vue du fichier PDF généré par l'outil RGPD disponible dans Nanook. OK. Il reste un quart d'heure. OK. Eh bien, pour moi, c'est tout bon. Je peux passer donc la main à Émilie. Je reprends hop, cet écran. Alors, je vais terminer avec les fonctionnalités, nouvelles fonctionnalités Nanook Bokeh. Donc, la dernière, c'est le développement du paiement via PayFit, donc du paiement en ligne via le portail. Donc, actuellement, vous devez générer, donc c'est toujours Nanook, hein, vous devez générer une dette dans Nanook, une dette qui sera payée en différé. Donc là, je suis sur un lecteur, je suis sur une base de test, hein, sur un lecteur, et je vais dire qu'il achète des impressions pour 1,50 €. Hop. Là, je lui mets un paiement différé. Donc, il est sur place, mais je n'ai pas de TPE, il n'a qu'une carte bleue, par exemple. Ça peut être une raison pour laquelle je lui fais un paiement différé. Et je valide sans encaisser. Ensuite, je me connecte sur le portail Bokeh avec son compte. Hop. De toute façon, c'est celui-là. Hop, je suis bien connectée avec son compte. Et là, si je regarde dans la boîte de login, j'ai une prestation à régler. Si je clique dessus, je vois ici mes impressions qui sont bien créditées, 1,50 €. C'est la régie d'Aulnoy. On peut mettre plusieurs régies pour les réseaux qui auraient des régies communales, par exemple. On peut différencier des régies selon les sites. Et il m'indique l'email pour le reçu, donc c'est l'email qui est renseigné dans la carte du lecteur. Ensuite, je clique sur payer mes prestations. Donc, je pourrais en avoir plusieurs. J'aurais plusieurs lignes si j'avais plusieurs prestations à régler. Là, j'en ai qu'une. Je clique sur payer mes prestations. Ça me renvoie vers le site PayFit pour payer ma dette. Donc là, je vais payer par carte bancaire. Je pourrais payer par prélèvement si je voulais. Là, je mets mon numéro de carte bleue. Enfin, c'est pas mon numéro de carte bleue, c'est le numéro de carte bleue de test. Hop, je valide. Donc, il me dit que mon paiement a été accepté. Je continue. Donc là, comme je suis sur une plateforme de test, j'ai des petits soucis de validité. Mais là, je suis renvoyée sur mon portail Bokeh. Je n'ai plus rien dans mes prestations à régler. Et on voit par contre que dans l'historique, j'ai bien réglé aujourd'hui, à l'heure qui était là, 1,50 € par CV avec un numéro de transaction. Côté professionnel, je ne vais pas tout vous détailler, mais on a deux menus qui correspondent à PayFit dans Bokeh. Donc, un menu tableau de bord qui permet de personnaliser et de configurer le module PayFit. Alors, c'est un module payant, je précise. Et puis, un menu journal qui permet de visualiser les prestations qui sont réalisées, voir s'il y a des problèmes, s'il y a des choses qui sont mal passées, etc. Et puis, donc, on a des détails, nous, en hotline, qu'on peut analyser pour dépanner ou voir ce qui n'a pas été, si c'est le cas. Et côté Nanook, bien entendu, on n'a plus des prestations qui sont à régler. Là, je reprends, j'ai plus ma prestation. Et par contre, si j'allais voir dans le journal d'encaissement, on verrait bien cette prestation comme ayant été payée en ligne. Alors, je ne vais pas vous montrer tout dans le détail parce que plus beaucoup de temps, mais en tout cas, tout est prévu pour que ce soit bien inscrit dans la régie. Ensuite, je passe côté PNB. On a eu deux petites évolutions côté PNB. La première, dans les variables, on va trouver un nouveau message. Donc,
comme tout à l'heure, hein, dans les variables, et j'ai tapé au-dessus d'Illicom. C'est ce qui va vous permettre de trouver toutes les variables qui sont liées au PNB d'Illicom. Et là, le développement, il consiste à permettre l'envoi d'un mail avant expiration du prêt, donc avant la date de retour prévue pour le livre numérique. On a la possibilité d'envoyer un mail X jours avant la date de fin. Donc là, c'est configuré sur 3 jours. Et puis, on peut personnaliser le mail qui est envoyé. Donc là, si je regarde, hop, celui-ci, il dit bonjour, monsieur machin, les prénumériques suivants vous doivent être expirés. Et du coup, on peut le personnaliser, mettre du HTML pour le rendre un petit peu plus joli. Donc ça, et puis deuxième chose, donc c'était la compatibilité avec la DRM LCP. Donc comme vous le savez, PNB quand il est sorti, ça ne veut pas d'ailleurs, hein, il était compatible qu'avec la DRM Adobe. Ce qui voulait dire de télécharger un logiciel, d'avoir un compte Adobe, voilà, pas mal de difficultés, de freins techniques. Et Dilicom a déployé une nouvelle DRM, un nouveau verrou qui s'appelle LCP, qui permet de ne pas justement nécessiter de création de compte et de logiciels spécifiques. Donc la DRM LCP, elle est également compatible avec l'application Baobab. Et du coup, pour la mettre en place, il faut que vous activiez la sélection de la liseuse, ici. Donc, c'est la variable Dilicom PNB Choose Devices Activate, qui doit être sur 1. Hop. Et qui vous permet ici, donc, soit vous désactivez la sélection, vous n'avez que la DRM Adobe, soit vous affichez les liseuses LCP uniquement, donc je vous montrerai tout à l'heure quel rendu ça a, soit vous affichez la liste de toutes les liseuses qui sont compatibles et les abonnés doivent choisir dans une liste de liseuses 40 liseuses ou applications qui sont compatibles. Donc moi, je conseille toujours, quand on veut activer la LCP, de choisir cet affichage-là. Et cet affichage-là, au niveau du public, hop, alors vous avez ensuite, excusez-moi, une autre variable qui est celle-ci, qui permet de choisir la première liseuse qui va être sélectionnée. Alors quand je dis liseuse, hein, c'est un raccourci, c'est liseuse ou application. Donc là, vous avez la liste qui est fournie par Dilicom des liseuses qui sont compatibles LCP. Donc là, c'est cette petite liste-là. Donc toutes les liseuses Biblio, Bookin ou l'application Baobab, par exemple. Et si elle n'est pas dans la liste, du coup, ça veut dire que c'est une DRM Adobe. Donc si vos abonnés sont habitués à télécharger du Adobe parce que vous avez PNB depuis avant que la LCP sorte, vous pouvez sélectionner celle-ci. Si vous avez formé vos abonnés à utiliser une autre application, Baobab ou une liseuse, vous pouvez en sélectionner une autre. Donc là, moi, je vais laisser celle-ci. Et au niveau du public, du coup, hop, je me suis connectée avec un abonné sur un site qui a du PNB. Quand je fais emprunter le livre au format ePub, du coup, on a le type de liseuse qu'on doit choisir. On a bien par défaut la liseuse que j'ai sélectionnée. Mais si je veux télécharger sur Baobab, et donc lire sur l'appli qui permet de lire la LCP, vraiment l'appli d'Illicom, je peux venir dire application Baobab et du coup, Bokeh va automatiquement télécharger le livre au format LCP. Plus besoin du coup d'Adobe. Idem hein, pour les liseuses qui seraient compatibles avec LCP. Ensuite, je voulais vous parler des nouveaux connecteurs avec les ressources en ligne qui ont été développés dans les 2 dernières années. On a, alors je vous montre rapidement, hein, on a Arte Campus. Donc là, ce sont des vidéos de ressources pédagogiques pour l'enseignement supérieur. Là, je vous montre un site sur lequel on a Arte Campus. On a Manga.io, Manga.io qui permet la lecture de mangas en ligne. Donc à chaque fois, c'est du moissonnage. Donc vous récupérez les notices dans votre portail et puis les abonnés peuvent y accéder sans se reconnecter sur la ressource finale, bien entendu. Donc Manga.io, voilà, c'est une offre de 1500 mangas visibles en ligne. On a Cortex. Cortex, c'est une sélection de vidéos à la demande sur le handicap, l'inclusion, la dyslexie, l'autonomie, etc. Donc, pour l'instant, il y a 450 ressources, souvent des vidéos. Et puis, le dernier connecteur qui a été développé, c'est le connecteur Tank.
pareil, c'est de la vidéo. C'est de la vidéo, alors c'est un peu particulier. Tank, il rajoute 6 vidéos par mois, je crois, et ils en enlèvent autant. En fait, l'offre n'est pas amenée à évoluer en termes de quantité, ils misent beaucoup sur la qualité. C'est plutôt je ne trouverai jamais de blockbusters. C'est vraiment des documentaires sélectionnés triés sur le volet. Voilà, ça c'est Tank et ça fait partie de l'offre art, pardon, d'e-music, d'e-game, etc. Diversities. Voilà pour les nouveaux connecteurs. Alors, je vois qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui, il reste 5 minutes. Alors, je peux juste vous parler quand même, sans vous le montrer dans le détail, d'un module qui vous permet de vérifier si votre portail est à jour de son contenu. Hop, je me connecte sur l'INSA Lyon. Donc là, si je me connecte sur l'INSA Lyon, vous allez voir que vous avez une icône, puisqu'ils ont activé le module, qui permet de surveiller les boîtes. Vous avez la même chose sur les articles, ça vous permet de surveiller des articles et du coup d'être alerté si la boîte est vide ou alerté si votre article n'a pas été mis à jour depuis plus de X jours. Le X étant paramétrable dans l'administration. Et en termes de visualisation pour les professionnels, alors moi je suis connectée en super admin, je suis superviseur, je vois les contenus qui sont surveillés par tous les collègues. Mais là, je vois en rouge qu'il y a des contenus qui n'ont pas été mis à jour depuis plus de 30 jours. Là, ça a été paramétré sur 30 jours. Je verrai aussi des paniers qui n'ont pas été alimentés avec de nouveaux résultats depuis plus de 30 jours. Et puis également des boîtes vides s'il y en avait. Ensuite, j'avais du Matomo, mais comme il y a eu un webinaire il n'y a pas longtemps, je vais passer dessus. Une chose que je voulais vous montrer aussi, hop, c'est la possibilité d'activer ou pas le niveau expert. Alors, le niveau expert, c'est vraiment pour les administrateurs avancés de Bokeh. Ça vous permet vraiment de voir dans la configuration des boîtes l'ensemble des onglets et l'ensemble des paramétrages qui sont disponibles dans chacun des onglets. Il y a des administrateurs qui n'ont pas besoin de tout ça, qui n'ont pas besoin d'administrer de manière aussi avancée. Et du coup, on peut désactiver le mode expert. Et si je le désactive, vous allez voir là dans l'onglet style, tout à l'heure, j'avais plein de cases à cocher. Là, j'ai plus toutes ces cases à cocher. J'ai juste le choix dans les modèles que j'ai prédéfinis. Donc, on a la même chose dans l'adaptabilité. Normalement, on a toute une liste de champs avec des colonnes. Là, j'ai juste le choix des modèles d'adaptabilité. Hop, et je passe vite la main à Cédric si tu veux montrer les lettres d'info. Ah oui, du coup, j'étais en train de répondre. Je ne prendrai pas le temps de répondre. Hop, partager l'écran. Hop. Alors, du coup, dans les évolutions liées à la lettre d'information, on a développé la possibilité d'ajouter un fichier CSS pour une lettre d'information de manière à pouvoir lui appliquer une pseudo-charte graphique. Du coup, en termes de configuration, ça se passe ici au niveau des lettres d'information. Là, par exemple, moi, j'avais créé un template pour la bibliothèque de Saint-Maur-des-Fossés. On peut tester une visualisation de la newsletter en cliquant sur le petit œil. Et du coup, là, on a un contenu HTML. Et en dessous, on va avoir un aperçu de ce que va recevoir par mail le lecteur. Donc, l'avantage, c'est que du coup, vous pouvez définir quels sont les éléments graphiques que vous souhaitez voir, sous quelle couleur, etc. Et du coup, vous avez, au même titre que les pages de votre site, vous pouvez intégrer un header, donc une bannière, ainsi qu'un pied de page qui peuvent contenir des liens qui renvoient vers le portail ou autre. Sachant que ici, l'objectif, c'est que finalement, tout ce que j'ai saisi en termes d'événements ou d'ateliers qui se passent à la bibliothèque, je puisse les choisir directement dans ma newsletter, de façon à ne pas avoir à ressaisir tous ces contenus-là. En termes de paramétrage, quand on modifie notre lettre d'information, on a la possibilité ici de définir justement quel va être le fichier CSS qui va être attaché
à notre lettre d'information. On va pouvoir rédiger notre contenu dans le contenu HTML tel que comme un article. En fait, vous avez le même éditeur. Et après, on va pouvoir placer des balises, notamment ici, par exemple, vous voyez ici ce code Newsletter Articles, précise que si je choisis dans l'onglet Articles une liste d'articles, c'est ici qu'ils vont être publiés. On a la possibilité de faire la même chose aussi avec des notices. Vous voyez ici, j'ai deux nouveaux outils dans l'éditeur qui permettent d'insérer des articles ou des notices. C'est pourquoi, en fait, on a maintenant un onglet notices qui permet d'aller chercher un domaine ou un panier, de définir combien de notices on va afficher. Et dans l'onglet articles, on va pouvoir aller sélectionner un dossier ou plusieurs articles que l'on souhaite afficher dans notre lettre d'information. Voilà. Après, il reste 1 ou 2 minutes ou il faut que Il j'en va parle? falloir conclure, Cédric. Je Ah, t'ai dit, ok. on a des collègues qui attendent derrière. Ok, bah, J'ai peur j'avais qu'on se d'autres. fasse couper brutalement derrière. Ouais, pas de souci. Bah, écoutez, sinon, moi, j'avais d'autres exemples à vous montrer, mais sinon, le principe, c'est le même. Moi, Euh, je veux bien conclure, du coup, conclure en vous disant qu'il va y avoir une prochaine version de Bokeh. Donc, on travaille continuellement sur de nouveaux développements. Il va y avoir une nouvelle version de Bokeh dans les prochains jours ou semaines qui va contenir, entre autres, je vous montre rapidement, hein, ce sera tout dans les notes de version, la possibilité de masquer une boîte quand elle est vide. Donc, je vous ai montré tout à l'heure, vous avez la possibilité d'être alerté quand il y avait des contenus obsolètes ou vides. Et là, du coup, on l'a complètement intégré euh, dans Bokeh. Là, donc, c'est une nouvelle case à cocher, masquer la boîte si la sélection ne retourne pas de contenu. Donc, très utile pour les boîtes flash info. Vous avez mis un article avec une date de fin. La date de fin, elle est dépassée. Vous n'avez pas besoin de revenir sur la boîte pour la masquer, elle va se masquer automatiquement. Autre développement qui a été fait, c'est la possibilité de mettre une boîte activité. Donc, les activités, c'est les animations qui se font sur inscription. Jusqu'à maintenant, vous les aviez dans les articles ou dans le compte lecteur. Et maintenant, on peut mettre une boîte qui recense tous les événements qui se font sur inscription. Donc, vous pouvez la mettre sur n'importe quelle page de votre portail. Et puis, dernière chose, j'ai parlé de PFIP tout à l'heure. Donc, jusqu'à maintenant, on était obligé de générer des dettes en différé dans Nanook. Et à partir, donc normalement, prochaine version de Bokeh, ou en tout cas début 2026, 25, pardon, les abonnés vont pouvoir se réabonner, se réabonner directement depuis Bokeh. Donc, ils vont se connecter sur leur compte Bokeh. Bokeh va leur dire votre abonnement, il est périmé ou il est bientôt périmé. Les gens vont pouvoir cliquer sur je me réabonne et suivre du coup tout le processus de réabonnement. Alors, soit il y a validation de la bibliothèque ou pas, paiement ou pas, et tout ça sera géré directement dans Bokeh. Donc, pour l'instant, pas d'abonnement. On y va petit à petit. Là, on était sur des détentes différées. Maintenant, réabonnement. Et puis, un jour, certainement, de l'abonnement tout court. Et puis, prochain connecteur qui va arriver aussi rapidement, c'est le premier chapitre qui permet la lecture des premiers chapitres des livres directement dans votre portail. Donc, c'est un connecteur également avec une ressource externe. Voilà. Et puis, ah oui, dernière chose, je voulais vous dire, le premier semestre 2025, il va être consacré à la mise en conformité de Bokeh, RGAA, RGPD. Donc, il va y avoir beaucoup d'améliorations qui seront faites de ce côté-là. Donc, RGA, accessibilité pour malvoyants, handicap, etc. RGPD, conservation des données personnelles avec purge des abonnés, etc. Voilà, un peu de teasing. Ok, et bah, du coup, moi, je vais faire le teasing côté Nanook rapidement, très rapidement. Du coup, sans doute dans le courant janvier, début février, on fera un petit webinaire présentant les nouvelles évolutions de la version majeure qui va apparaître de Nanook, qui est la version 4.6. Du coup, on communiquera en temps On voulu communiquera, voilà. pour vous donner rendez-vous. Ok. Bah, merci à tous de votre participation. Alors, désolé de ne pas avoir pu répondre à toutes les questions. Donc, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bah, de très joyeuses fêtes, hein. Maintenant, ça y est, on a le droit on a le droit de le dire. Et on se donne rendez-vous ici bah, l'année prochaine. Il ne fallait pas le dire, mais je le dis quand même, pour bah, de prochains webinaires.
Donc voilà, n'hésitez pas à transmettre, quand on aura mis en ligne la vidéo, n'hésitez pas à la transmettre à vos collègues pour le voir en différé. Et puis, donc, on vous envoie voilà, le replay et il y a toujours un questionnaire de satisfaction avec le mail. N'hésitez pas à le remplir et à nous dire si vous avez des besoins particuliers de sujets à aborder pour le prochain webinaire. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.